Après 2 semaines de trêve internationale, c'est presque le moment de retrouver notre OM avec la réception du Havre au Vélodrome pour la reprise. Mais avant de faire l'avant-match, on se retrouve d'abord pour le deuxième épisode de Focus sur les internationaux, le concept dans lequel on s'intéresse à nos Olympiens partis en sélection, à leur temps de jeu et à leur performance. Avant de commencer, petite question pour vous, est-ce que vous êtes surpris par le faible temps de jeu de Matt O'Reilly en sélection malgré son bon début de saison à Marseille? Est-ce que ça peut le booster pour aller chercher une place plus importante en étant très bon en club, ou à l'inverse, est-ce que ça peut le décourager de voir qu'il doit se contenter des miettes malgré ses bonnes prestations à Marseille? J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec nos jeunes qui sont partis en sélection. D'abord Max Corbon qui a été retenu avec la Suisse U19 pour disputer 2 matchs amicaux. Il était titulaire et remplacé à la 55e minute lors de la défaite 5-3 face à la France de Daryl Bacola qu'il connaît très bien. Puis l'inverse face à l'Irlande du Nord lors du match nul de partout, remplaçant au coup d'envoi et entré à la 70e. A noter que Corbon a signé son premier contrat pro début octobre, une belle récompense pour un milieu qui a joué un rôle dans tous les récents succès du centre de formation, en remportant le championnat U17 en 2023 puis la Gambardella. Pour le moment, il n'a jamais été retenu dans le groupe pro, il alterne actuellement entre la Pro B et les U19 en Youth League. Bacola avait aussi 2 matchs amicaux au programme avec la France U19, d'abord la victoire 5-3 contre la Suisse de Max Corbon où il était titulaire puis remplacé à la mi-temps et ensuite l'inverse lors de la victoire 3-2 face aux Pays-Bas où il est entré à la pause. J'ai pas beaucoup plus à dire sur Corbon et Bacola parce que j'ai pas pu voir les matchs, j'ai pas trouvé où ils étaient diffusés et s'ils étaient diffusés tout court donc c'est dommage. L'analyse sera aussi très courte pour Ayman Daou qui faisait partie de la liste des Comores mais qui n'a tout simplement joué aucune minute sur ce rassemblement. Sur le plan collectif, c'est compliqué pour les Comores qui ont perdu 2-1 contre Madagascar et 1-0 face au Ghana. Ils terminent ces éliminatoires à la 4ème place du groupe I et ne participeront donc pas au mondial, mais il y a quand même une échéance très importante pour eux avec la CAN qui commence dans 2 mois et Ayman Daou sera peut-être de la partie. Tadjidine Madi faisait lui partie de la liste de Bernard Diomède pour la Coupe du Monde U20 alors que l'OM a décidé de retenir Vaz et Bacola qui devaient aussi être sélectionnés. Il était titulaire lors des 2 premiers matchs de poule contre l'Afrique du Sud et les États-Unis avant d'être remplaçant contre la Nouvelle-Calédonie. Même chose face au Japon avec une entrée à la 70e, il n'a pas joué face à la Norvège en quart et n'était pas titulaire non plus face au Maroc hier soir. Comme ses choix de départ n'ont pas franchement fonctionné, Diomède a décidé de le faire entrer à la pause pour apporter le danger sur l'aile gauche. J'ai d'ailleurs trouvé très juste et dangereux sur ce qu'il a tenté, tout comme Mustapha Dabo qui m'a beaucoup plu aussi. 2 entrées qui ont vraiment changé la dynamique des Bleus et qui ont permis d'égaliser, même s'ils se sont finalement fait éliminer au tir au but. C'est évidemment pas le résultat qu'ils espéraient, mais ça reste une très bonne expérience pour ces jeunes à fort potentiel. Ça va contribuer à faire grandir un joueur comme Tadjidine Madi qui monte en puissance ces dernières saisons. Vainqueur de la Gambardella, champion U17, impressionnant face au Real en Youth League et récemment récompensé par son premier contrat pro dans son club de cœur, mais on reparlera sans doute de lui prochainement dans une vidéo dédiée. Ibrahim Gomis est lui aussi de la partie pour la Coupe du Monde U20 dans un rôle de gardien numéro 2 avec le Maroc, titularisé face au Mexique lors du 3ème match de poule puis entré après l'heure de jeu face aux Bleus quand Ben Chaouch s'est blessé. Il a lui-même été remplacé par Mesbahi pour la séance de tir au but, d'ailleurs je sais pas si c'est arrivé très souvent qu'une équipe fasse jouer ses 3 gardiens dans un seul et même match, ça doit vraiment être rarissime. Maintenant selon la blessure de Ben Chaouch, il sera peut-être titulaire en finale ce lundi face à l'Argentine mais à confirmer. A noter que Gomis sera en fin de contrat l'été prochain, c'était déjà le cas l'été dernier avant qu'il soit prolongé d'1 an. Pour l'instant, il a joué les 2 premiers matchs de N3 avant que Van Neck et Vermo se relaient dans les buts. Après ce gros point sur les jeunes, on enchaîne avec Pavard qui ne faisait pas partie de la liste initiale de Deschamps qui lui préférait Koundé et Gusto à droite, puis Saliba, Upamecano, Konaté et Lucas Hernandez dans l'axe. Il était pas là pour le match face à l'Azerbaïdjan, mais a finalement été appelé en renfort pour compenser la blessure de Konaté entre les 2 matchs. Il n'a pas joué la moindre minute face à l'Islande et a dû se contenter de participer aux entraînements. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, il sera frais à son retour, mais ça doit être super frustrant pour lui. Il était là sur les 4 derniers rassemblements, mais sa dernière sélection remonte au 17 novembre 2024 quand il a joué 8 minutes face à l'Italie, et sa dernière titu c'était le 23 mars 2024 face à l'Allemagne, donc ça commence à dater. Ça en dit long sur la hiérarchie à quelques mois du mondial alors même qu'il est très bon en club. Il part de loin même s'il va se passer pas mal de choses d'ici le mois de juin et qu'il pourrait très bien être de la partie quand même. Maintenant sur le plan collectif, les Bleus sont toujours leaders du groupe D malgré le match nul face à l'Islande. Ils comptent 3 points d'avance sur l'Ukraine qu'ils vont jouer en novembre pour valider le ticket pour le mondial. Sans surprise, Naïef Aguerd était sélectionné avec le Maroc pour affronter le Bahreïn et le Congo. Son début de rassemblement n'a pas été de tout repos parce qu'il a été agressé par un individu à l'aéroport qui a tenté de le gifler avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre. Puis Aguerd a rassuré tout le monde sur ses réseaux sociaux en expliquant qu'il y avait plus de peur que de mal. Par la suite, il n'était pas sur la feuille de match face au Bahreïn parce qu'il avait la grippe, mais il était bel et bien titulaire face au Congo où il a joué 90 minutes. Pas inquiété défensivement face à une équipe congolaise qui n'a pas cadré le moindre tir et qui a été surdominée tout le match. Une victoire 1-0 synonyme de record pour le Maroc puisqu'ils ont battu le record de l'Espagne de Luis Aragonés avec cette série de 16 victoires d'affilée.
Timothy Weah disputait lui 2 matchs amicaux avec les États-Unis. Il a d'abord joué 73 minutes lors du match nul 1-1 face à l'Équateur dans un rôle de piston droit en enchaînant les allers-retours dans son couloir et en répétant les efforts comme à son habitude. On peut aussi parler de sa frappe qui frôle le poteau après un bon 1-2. Il est aussi à l'origine du but de Balogun en trouvant bien Tessman qui décale ensuite Tillman, passeur D pour Balogun. Il était titulaire à nouveau face à l'Australie, cette fois dans un rôle de piston gauche en se mettant en évidence par une bonne frappe bien sortie par le gardien australien, avant d'être remplacé un peu après l'heure de jeu. Amine Gouiri et l'Algérie avaient 2 matchs à jouer face à la Somalie et l'Ouganda. Les Fennecs ont validé leur ticket pour le mondial en battant la Somalie 3-0, un match que Gouiri a commencé sur le banc puisque Petkovic lui a préféré Bounedjah dans le trio offensif avant de le faire entrer 25 minutes. Il était ensuite titulaire face à l'Ouganda aux côtés d'Amoura et Marez, un match qui a été marqué par sa sortie sur blessure suite à une sortie hyper dangereuse du gardien ougandais. Il est resté longtemps à terre avant de sortir sur civière en se tenant l'épaule droite où il s'était déjà blessé face à l'Orient après son contact avec Bamou Meïté. Il portait une attelle au moment de rencontrer le président algérien ce mercredi. L'équipe précise que les examens n'ont décelé aucune commotion suite au choc. Le staff marseillais se veut prudent et le laissera au repos face au Havre tout en prévoyant de nouveaux examens pour savoir si une opération sera nécessaire pour consolider son épaule. Ça changera beaucoup de choses pour la durée de son absence et ça pourrait même le priver de la CAN si ça se confirme, donc affaire à suivre. Amir Murillo et le Panama étaient eux attendus au tournant après un rassemblement de septembre où ils ont fait 2 matchs nuls contre le Suriname et le Guatemala. Ils ont commencé celui d'octobre par une victoire 1-0 face au Salvador. Murillo a joué 90 minutes et a même été passeur décisif pour Fajardo sur le but de la victoire. A noter aussi qu'il s'est souvent rendu disponible mais qu'il n'a pas été suffisamment servi par ses coéquipiers et qu'il était aussi un petit peu passif sur une grosse occasion du Salvador en fin de match, heureusement sans conséquence. Il était aussi titulaire face au Suriname dans un match où ils ont évité la catastrophe en égalisant dans les arrêts de jeu, sinon le Suriname les mettait à 3 points à 2 matchs de la fin. Murillo a encore joué le match en intégralité en apportant le danger offensivement. Chacun de ses centres était dangereux mais derrière la finition de ses coéquipiers c'était pas ça. A noter qu'il est aussi techniquement passeur clé sur le but de l'égalisation en trouvant Londonio sur le côté droit. Le Panama est deuxième à égalité de points avec le Suriname donc tout va se jouer au mois de novembre avec 2 matchs contre le Guatemala et le Salvador pour valider le ticket pour le mondial, mais ça va aussi dépendre des résultats du Suriname. Arthur Vermeeren avait lui 2 matchs à disputer avec la Belgique Espoir pour le compte des éliminatoires de l'Euro U21. Il a d'abord joué 90 minutes face au Pays de Galles lors d'une victoire 7-0 avec une passe clé au compteur. Très précis techniquement et solide dans ce qu'il a tenté dans un match dominé de la tête et des épaules par la Belgique. Il a enchaîné avec 90 minutes face au Danemark, victoire 2-0 pour les jeunes Belges qui sont premiers de leur groupe avec 7 points et 3 points d'avance sur le Danemark. Vermeeren a réussi quasiment toutes ses passes et a également été impactant à la récupération. Balerdi et Rouli faisaient encore partie de la liste de Scaloni pour affronter le Venezuela et Porto Rico en amical. Balerdi était remplaçant face au Venezuela et a joué 12 minutes comme axial droit de la défense à 3 aux côtés de Senesi et Romero. Appliqué et solide sur ce qu'il a eu à faire même si ça reste difficile de jauger parce qu'il n'a joué que quelques minutes. Il était ensuite titulaire face à Porto Rico lors d'une victoire 6-0 aux côtés d'Otamendi en charnière, bon à la relance et pas franchement inquiété par les attaquants adverses. Ce rassemblement lui a permis d'honorer sa 10e et 11e cape avec l'Albi Céleste et conforte sa place dans le groupe de Scaloni à quelques mois du mondial, ça c'est très positif. En revanche, Rouli n'a pas joué la moindre minute sur ce rassemblement, je pensais qu'il serait au moins aligné d'entrée face à Porto Rico, mais Scaloni a décidé de garder Martinez dans les buts. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Martinez a été remplacé à la 76e minute lors du 2e match, mais au lieu de faire rentrer Rouli, le coach argentin a préféré offrir sa première cape à Facundo Cambeses, sans doute dans la logique de concerner tout le monde. A côté de ça, Aubameyang a impressionné tout le monde avec le Gabon en marquant tout simplement un quadruplé face à la Gambie dans un match fou remporté 4-3. Il prend parfaitement la profondeur sur les 2 premiers avec une finition tout aussi impeccable. Il marque de la tête sur le 3e d'un super appel dans la surface et le 4e bien servi par Matuti sur le côté droit avec une finition clinique. Un match aussi marqué par une expulsion pour un 2e carton jaune que je trouve sévère et qui l'a privé d'un match décisif face au Burundi, mais quoi qu'il en soit, sa performance XXL a permis au Gabon de croire un peu en la qualification directe même s'ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains. Il fallait dans un premier temps gagner face au Burundi et espérer un faux pas de la Côte d'Ivoire face au Kenya pour terminer premier. La première condition a été remplie avec une victoire 2-0 dans les dernières minutes, mais la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-0 face au Kenya dans le même temps. Le Gabon termine donc 2e et devra passer par les barrages, une bonne campagne de qualification de leur part mais ils se sont heurtés à une équipe ivoirienne qui n'a tout simplement pas encaissé le moindre but sur ces éliminatoires.
On termine cet épisode par un focus sur le Danemark avec Højbjerg qui a joué l'intégralité du match face à la Biélorussie, une victoire 6-0 où il a été très performant, c'est lui qui lance Dorgu dans la profondeur sur l'action du 3-0, il est à l'avant-dernière passe sur le 4ème but mais aussi sur le 5ème avec une passe longue très précise pour Dreyer, il prend un carton jaune qui a écourté sa trêve puisqu'il était suspendu face à la Grèce, un match remporté 3-1 par les Danois qui restent leaders à la différence de but, 10 points comme l'Écosse, ce qui veut dire que les deux matchs de novembre contre la Biélorussie et l'Écosse seront décisifs pour valider la qualif. En revanche, Matt O'Reilly peine toujours à avoir la confiance de Brian Rimmer, aucune minute face à la Biélorussie alors qu'il menait quand même 4-0 à la mi-temps, c'est assez étonnant, et ensuite une entrée de 3 minutes face à la Grèce. Il a quand même honoré sa 6ème sélection, mais son statut pose toujours question, il n'a été titulaire qu'une fois, c'était contre l'Irlande du Nord il y a maintenant 2 ans, et il doit se contenter des miettes. Ça interpelle vu son niveau à l'OM, après tant mieux pour nous parce qu'il sera frais et que le risque de blessure est un peu réduit, mais ça doit quand même être hyper frustrant pour lui. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le soutien et pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Murillo dans les commentaires. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Le Havre. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.